Présent en grand nombre ce matin. C'est un moment que plusieurs attendaient. Moi, le premier, la présentation des règles pour notre prochaine course à la chefferie. Bien, sans plus tarder, on va débuter. Oh. Est-ce que vous m'entendez bien? OK. Vous voyez le PowerPoint qui commence à apparaître à l'écran. Je vais débuter en vous disant tout d'abord que le travail qu'on a effectué pour se rendre jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire la présentation à tout le monde des règles, ça a nécessité beaucoup d'efforts et beaucoup de temps d'un très grand nombre de personnes. Et peut-être juste avant de débuter puis de rentrer dans le vif du sujet, je veux le préciser pour ceux qui n'étaient peut-être pas nécessairement au courant. Il y a un travail en 2 étapes qui a été fait. Essentiellement, dans un premier temps, il y a eu une consultation parallèle qui a été effectuée, pas pour les règles de la course, mais uniquement pour le moment où le congrès à la chefferie va se tenir. Et cette consultation-là a été faite auprès des 125 associations de comté et des commissions permanentes. Ce qui a été demandé essentiellement, ça a été que les associations se rencontrent en exécutif et votent une résolution, l'envoient à la permanence pour dire quel était leur choix, leur préférence entre les 3 scénarios suivants, soit printemps 2020, printemps 2021 ou automne 2020. Il y a beaucoup de réponses qui ont été données. Je vous dirais que la mobilisation à ce niveau-là était très bonne. Je crois que c'est une question qui intéressait beaucoup de gens. En tout cas, c'est celle qui m'a été posée le plus souvent dans le cadre de toutes les consultations qui ont été effectuées. J'ai été nommé par l'exécutif au début du mois de mars pour agir à titre de président d'élection et je ne vous cacherai pas que depuis ce temps-là, la très grande majorité des interventions que j'ai reçues, de gens qui m'ont écrit, qui m'ont parlé, portaient en très grande partie sur le moment où le congrès à la chefferie va se tenir, puis également le lieu. Donc, sans plus tarder, je débuterai avec cet élément-là de notre présentation. Et je peux donc vous annoncer officiellement aujourd'hui qu'au terme de toutes les réponses qu'on a reçues, le choix consensuel qui a été effectué par les membres pour le moment où sera tenu le congrès à la chefferie du Parti libéral du Québec, c'est le printemps 2020. Dans quelques instants, les résultats. Merci pour la musique en régie. Je sens que les résultats que je vais vous montrer reflètent, je pense, votre réaction dans la salle. Ça a été un choix qui a été fait très consensuel. Pour le lieu où va se tenir le congrès à la chefferie, je tiens à vous dire, de la manière que ça s'est fait, les consultations en amont qui ont mené jusqu'à l'adoption la semaine dernière par l'exécutif, on a choisi l'endroit, la région, là, de manière large où ça va se tenir, mais il y a des éléments de logistique qui restent encore à attacher et qu'on va compléter au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Puis on va évidemment annoncer ça aux membres dès que ce sera confirmé. Mais au terme des consultations qu'on a menées, on a également eu un très large consensus quant à l'endroit où devait se tenir le prochain congrès à la chefferie au printemps 2020. Et cet endroit-là qui a été retenu, c'est l'Est du Québec. Alors, à partir de maintenant, au cours des prochains jours et des prochaines semaines, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de défis logistiques à l'organisation d'un congrès comme celui-là. On va avoir beaucoup de monde qui vont s'y intéresser, qui vont vouloir venir. Il y a également des défis au niveau de l'hôtel. On va avoir beaucoup de gens logés. Prenez pour acquis que dans l'Est du Québec, on les connaît, nos pôles les plus importants. Notre dernier congrès à la chefferie en 2012-2013 était dans la région de Montréal. Cette fois-là, on sera dans l'Est du Québec et je vous avoue que j'ai rencontré très peu de personnes qui n'étaient pas favorables à cette idée-là. On va rentrer maintenant dans un élément qui interpellait aussi beaucoup les gens, cette consultation-là qui a été menée en parallèle de celle plus large pour les règles, c'est-à-dire juste le moment où se tiendra le congrès à la chefferie. Comme vous voyez, les résultats qui apparaissent à l'écran, printemps 2020 a été largement celui qui a reçu le plus de votes. Automne 2020 et printemps 2021 ont reçu respectivement 22 et 8 %. Donc, pour printemps 2020, sur environ la centaine de réponses qu'on a reçues, ça a été ce qui a été demandé à 70 %.
Donc, cette question-là, assez importante, on ne se le cache pas, étant réglée, on peut maintenant passer, je dirais, au travail plus large qui a été effectué. Juste avant de vous dire le travail concret qui a été effectué pour mener jusqu'à l'adoption des règles, je veux vous mentionner 3 éléments particuliers sur lesquels nous, on devait s'appuyer, qu'on devait se baser pour effectuer tout le travail. Ces éléments-là qui apparaissent à l'écran, la loi électorale, la constitution de notre parti et le règlement général, ce sont des... d'une part, la loi électorale, là, vous comprendrez que c'est des règles minimales qui s'appliquent à tous les partis politiques au Québec pour plusieurs choses, notamment l'organisation des courses à la chefferie. Mais la constitution du parti et le règlement général, je vais en parler rapidement parce qu'il y a des éléments là-dedans qui portent précisément sur notre course à la chefferie et qu'on ne pouvait pas changer. Parce que lors du Congrès des membres de 2015, pour ceux qui étaient présents et qui s'en rappellent, il y a eu une refonte importante qui a été effectuée de la Constitution et incidemment du règlement général. Puis plusieurs des éléments-là de cette réforme portaient précisément sur la course à la chefferie. Donc, nous, à partir des articles de la Constitution et du règlement général qui parlent de la course à la chefferie, on a dû prendre ça, le conserver tel quel et bâtir des règles autour pour s'assurer que, de façon générale, tout soit couvert. Si vous me voyez prendre une petite pause, parce que mes amis en régie m'indiquaient que, à partir de maintenant, pour ceux qui voudront bien le consulter sur le cahier numérique, le document complet des règles de la course à la chefferie qui ont été adoptées est maintenant disponible. Alors, pour ceux qui ont un téléphone ou iPad, vous avez juste à rafraîchir votre page et normalement, vous devriez les voir. Puis même, il y a en lettres majuscules « Nouveau » pour ceux qui l'ont devant les yeux. Alors, en cliquant là-dessus, vous allez voir notre document qui fait environ une douzaine de pages, qui est beaucoup plus détaillé. C'est un petit peu lourd peut-être pour le texte à lire. Ceux qui n'ont pas l'intention de passer à travers, la présentation aujourd'hui va reprendre les grands éléments de ce document. Puis, on va procéder de cette manière-là avec les PowerPoints. C'est un petit peu plus simple à suivre. Puis également, je tiens à le mentionner, je ne veux pas prendre nécessairement trop de temps dans le cadre de la présentation parce qu'on va avoir à la fin une période d'échange et de questions. Donc, il y a plusieurs sujets là-dedans qu'on pourrait discuter ensemble une dizaine de minutes. Puis, ça sera peut-être plus facile à faire lors de la période de questions. Alors, à mesure que la présentation avance, ce que je vous invite à faire, c'est de vous noter peut-être des sujets ou des questions que vous pourriez avoir sur des sujets peut-être un petit peu plus compliqués. Puis, dans le cadre de la période de questions, vous pourriez me le demander, puis ça sera plus simple de répondre en long et en large là-dessus. Donc, au niveau de la Constitution et du règlement général, j'ai listé les éléments importants qu'on doit savoir et être conscient. Ce sont des choses sur lesquelles on ne pouvait pas changer et qui sont vraiment différents de ce qu'on a connu par le passé. Alors, pour ceux qui ont déjà participé à des courses à la chefferie dans notre parti par le passé, le plus gros changement qu'on a cette fois versus avant est qu'on est rendu avec essentiellement un système, un membre, un vote. Scrutin universel, c'est ça que ça veut dire. Dans le passé, on avait le concept des slates en bon québécois, qui est essentiellement des assemblées de délégués qui se tenaient un petit peu avant le congrès à la chefferie. Chaque circonscription élisait un certain nombre de délégués, puis c'est seulement ces personnes-là qui pouvaient voter lors du congrès à la chefferie directement sur le plancher. Puis il y avait des tours de votation jusqu'à temps qu'un des candidats ou candidates obtenait 50 plus un des voix. Maintenant, ça c'est terminé, ça n'existe plus. À notre congrès des membres en 2015, cette option-là a été enlevée de la Constitution et a été changée par un scrutin universel qui est maintenant un membre, un vote. Donc, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que tous les membres du PLQ, en règle, vont avoir le droit de voter pour le prochain ou la prochaine chef dans le cadre du prochain congrès. Les deux éléments que vous voyez là sont peut-être les points qui sont aussi extrêmement importants dans la Constitution, qui sont un des plus gros changements. Dorénavant, ce n'est plus nécessairement le nombre de votes comme tel qui va être calculé et comptabilisé, mais c'est un système de points qu'on a. Et il y a une pondération qui est faite par circonscription. J'ai discuté avec quelques personnes qui ont participé au travail de rédaction de la nouvelle Constitution qui a été adoptée au Congrès des membres de 2015. Et ce qu'ils me disaient essentiellement, c'est que le système qui a été retenu, les deux gros objectifs derrière ça, c'était un, de permettre à tout le monde de voter, à tous nos membres, et également de s'assurer que la formule qui sera choisie permette de prendre en considération l'importance des régions et d'assurer que le prochain ou la prochaine chef soit fait le travail plus large à l'ensemble de la province pour que le résultat du vote soit très représentatif.
Essentiellement, là, pondération par circonscription, ce que ça veut dire, c'est que chacune des circonscriptions va avoir le même poids dans notre cas, peu importe le nombre de membres. Donc, il y a un incitatif, évidemment, à ce qu'on ait le plus possible de membership dans chacune de nos circonscriptions et que du travail et des activités soient faites un peu partout au Québec. Essentiellement, pour remporter la course à la chefferie, l'objectif, ce n'est pas d'obtenir le plus grand nombre de votes, ce n'est pas un résultat de vote universel, puis ce n'est pas non plus le plus grand nombre de circonscriptions, comme on a aux élections générales. L'addition du plus grand nombre de comtés forme le gouvernement. Ici, ce n'est pas ça. Il y a un nombre de points qui est attribué à chacune des circonscriptions. Les candidats, candidates à la chefferie doivent obtenir le meilleur score possible dans chacune des circonscriptions. Et leur score, le nombre de points qu'ils gagnent dans chaque comté, va être additionné. Donc, les 125 additionnés au bout, celui ou celle qui a le meilleur résultat va être élu chef du PLQ. On pourrait y revenir s'il y a des gens dans la période de questions qui veulent plus de détails sur le fonctionnement même du système de points. N'hésitez pas à me le demander. Puis s'il y a des gens qui ont des iPads et qui voudraient consulter la Constitution, l'article 25 de la Constitution le détaille un petit peu plus. Puis dans le règlement général, c'est R14 à R17. Pour ceux qui sont peut-être plus familiers avec du langage juridique un petit peu lourd, là, dans le fin détail, résumé en 3 lignes en bullet point sur un PowerPoint, c'est ça que ça ressemble. 3 autres éléments importants dans notre Constitution. Bien évidemment, je ne suis plus à la Commission jeunesse, je vieillis, mais quand j'y étais, j'étais toujours très fier de dire qu'on a un poids de 33 % dans chacune des instances au parti. Pour la course à la chefferie, c'est la même chose. Essentiellement, le résultat de la manière que ça va être comptabilisé, 33 % du score final des points va être attribué au vote des personnes de 25 ans et moins, des membres de notre Commission jeunesse. Je le disais toujours à l'époque, je le répète aujourd'hui, je ne connais aucun autre parti politique qui fait ça et qui accorde une importance aussi élevée aux jeunes. Je crois que c'est une valeur importante à notre parti. Maximum de 2 tours. Essentiellement, notre système est un petit peu similaire à ce qui se fait pour la présidentielle en France. Donc, exemple, si on a 3 ou 8 candidats ou candidates au premier tour, si aucun de ces candidats ou candidates-là parvient à obtenir 50 % plus 1 des points au premier tour, il y aura un deuxième tour où seulement 2 candidats ou candidates seront au deuxième tour. Donc, c'est ouvert. On ne sait pas encore combien on va avoir de candidats. Ce sera peut-être un nombre plus petit, ce sera peut-être un nombre plus élevé, mais une chose est certaine, si personne n'obtient 50 % plus 1, il y a un deuxième tour avec seulement 2 candidats ou candidates. Modalité entérinée par le Conseil exécutif, c'est un élément aussi important qui se trouvait dans la réforme de la dernière Constitution. Il y a évidemment beaucoup de travail de consultation qui a été fait en amont, mais essentiellement, ce qui est prévu est que le terme qui est utilisé, c'est modalité. Là, peut-être, pour certaines personnes, c'est moins usuel à utiliser. Là. On s'entend que c'est pas mal la même chose que des règles. À adopter, c'est très similaire. Mais le mot utilisé dans la Constitution, c'est des modalités. Donc, ce qu'on a voté et adopté, puis ce que je vous présente, c'est des modalités. Et ça a été entériné formellement par le Conseil exécutif du parti au début de la semaine dernière. Parmi le principal travail qui a été fait suite à ma nomination comme président d'élection par le Conseil exécutif, j'ai initialement parlé avec beaucoup de personnes qui étaient impliquées dans l'organisation de notre course à la chefferie en 2012-2013. J'ai également consulté des gens de d'autres partis politiques, autant sur la scène provinciale que fédérale, qui ont organisé des courses à la chefferie au cours des dernières années avec un système qui est maintenant le nôtre, c'est-à-dire un membre, un vote, pour voir peut-être les éléments qui avaient mieux ou moins bien fonctionné. Et ce qui avait été fait par le passé dans essentiellement toutes nos courses à la chefferie, il y avait un comité des règles qui était mis en place. Ce comité-là, on l'a fait encore cette année, puis essentiellement, le travail qui a été fait, il y a eu beaucoup de consultations qui ont été faites au début. Le résultat de ces consultations-là, toutes les notes qu'on a prises, on se les partagées ensemble, les membres du comité des règles. On a préparé un projet de règles qui comprend tous les éléments, puis ceux qui peuvent consulter sur leur appareil électronique le document final qui a été mis en ligne. Vous allez voir que c'est assez long. C'est ça qui a été présenté à l'exécutif pour adoption la semaine dernière. Donc, vous voyez une courte liste de certaines des consultations qui ont été effectuées. Il y a une première consultation qui a été faite avec les membres du conseil exécutif, une ensuite avec le conseil de direction. Pour ceux qui sont peut-être moins familiers, le conseil de direction, c'est tous nos présidents régionaux. Les présidents de commissions permanentes sont des gens d'un peu partout au Québec qui sont extrêmement impliqués de manière bénévole dans le parti. C'est environ une trentaine, quarantaine de personnes. J'ai rencontré aussi les employés de la permanence. Ça a été extrêmement utile parce que là-dedans, il y a certaines personnes qui ont participé concrètement à l'organisation de notre plus récente course en 2012-2013. Donc, des éléments peut-être de davantage de détails logistiques
qui ont été portées à mon attention. Ça a été très utile pour la rédaction des règles qu'on vous présente aujourd'hui. Il y a aussi une consultation qui a été faite par téléphone avec tous nos présidents d'association étaient invités. Ça également, ça a été très pertinent. Ça nous a permis d'ajouter ou de modifier certains éléments dans les règles pour peut-être prendre davantage en considération certaines préoccupations qui nous ont été transmises venant de régions surtout. Et bon aussi, pour ceux qui ont bien voulu le faire, vous avez reçu votre cahier numérique pour le Conseil général il y a quelques jours, je crois. Il y a certaines personnes qui ont voulu le faire. Il était possible d'envoyer des questions, commentaires en lien avec les règles pour la course à la chefferie. Je vous remercie pour ceux qui ont pris le temps de le faire. On vous a répondu, puis ça a été pris en considération également. Dernière chose, vous voyez une firme informatique. On va y revenir un petit peu plus tard, mais il y a une rencontre qui a été faite aussi avec une firme de Montréal qui nous a présenté les tenants et aboutissants de comment peut fonctionner réellement un système de votation dans le cadre d'une course à la chefferie, un membre, un vote. Voici les membres du comité des règles qui ont bien voulu participer au travail qui a été fait au cours des dernières semaines. Vous voyez les noms qui sont là, sont essentiellement des bénévoles au parti qui sont impliqués un peu partout au Québec. Il y a des gens là-dedans qui sont de la commission jeunesse. On a une avocate de la commission des communautés culturelles, une personne de la permanence, une personne du bureau du chef. On a des gens de la commission juridique. On a un membre de la députation, Marc Tanguay, qui a été énormément impliqué aussi. Je tiens à les remercier, à les féliciter parce que le travail qu'ils ont fait n'était pas toujours facile. On a eu plusieurs rencontres qui ont dû être tenues souvent à la dernière minute et on devait prendre en considération un paquet de facteurs, c'est-à-dire, entre autres, les articles de la Constitution et du règlement général qui sont déjà adoptés et toutes les consultations et recommandations qu'on a reçues de toutes les associations et commissions permanentes que je vous ai listées précédemment. Donc, je vais prendre un moment. Ces gens-là, s'il y en a qui sont dans la salle, je vous inviterai à vous lever et j'inviterai la salle à les applaudir. Ils ont vraiment travaillé très fort. Alors, merci à vous tous. Ce fut un long travail, mais je pense que ça a été très efficace et productif. Maintenant, en ce qui a trait au vote, élément extrêmement important. Je l'ai déjà mentionné, tous les membres peuvent voter. Élément très important à prendre en considération, là où la personne qui va être élue chef va devoir absolument obtenir 50% plus un des votes. Donc, si au premier tour, on n'a pas ce résultat-là, contrairement au fonctionnement de nos élections générales usuelles, ce n'est pas nécessairement celui ou celle qui finit en première place qui va automatiquement être élu chef du parti. C'est la personne qui va obtenir 50% plus un des points. Préférentiel avec maximum de 2 tours. Préférentiel, ce que ça veut dire essentiellement, c'est qu'il n'y aura qu'un seul vote. Donc, même s'il y a 2 tours, tous les membres qui auront voté ne le feront qu'une seule fois. Alors, si au terme du premier tour, le résultat qu'on a, c'est qu'aucun des candidats ou candidates a plus de 50% plus 1 des voix, on va refaire le calcul du vote au deuxième tour avec les 2 candidats ou candidates qui vont rester à partir des votes qui auront déjà été faits. On va vous le montrer dans quelques instants, pas tout de suite, là, mais il va y avoir un scénario, modèle de vote qui va apparaître à l'écran et ce qui va être offert comme possibilité aux membres, et d'ailleurs, on vous invite à le faire, ça va être de classer par préférence au moment de votre vote les candidats de votre choix du premier au dernier. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais on vous invite à le faire pour la raison suivante. Si vous voulez seulement voter pour votre candidat, votre candidate, puis pas les autres, bien, il y a des côtés positifs ou négatifs à ça. Positif voulait dire je veux juste voter pour celle-là ou pas les autres, mais côté peut-être plus négatif est que si, par exemple, cette personne-là ne se rend pas nécessairement au deuxième tour, puis que vous n'avez pas mis de préférence pour d'autres candidats, bien, vous n'en aurez pas de vote au deuxième tour, il ne comptera pas. Parce que les gens ne pourront pas revoter une deuxième fois. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, on a des enjeux de logistique liés à ça. Le vote se fait à une seule reprise. Donc, on invite les gens, s'il y a 6 candidats, mettez vos préférences de 1 à 6. Ça va vous permettre que votre vote soit également comptabilisé au deuxième tour. Et j'arrive à la page suivante. Vous voyez essentiellement, notre vote va se tenir par téléphone et par Internet. Ce qui va être montré à l'écran dans quelques instants par les gens de la régie, c'est le modèle de vote par Internet. Essentiellement, les membres vont se faire envoyer par la poste un envoi dans lequel un NIP va vous être octroyé. Le NIP, c'est un code de sécurité qui va être attribué à chacun des membres pour s'assurer que quand vous allez en ligne sur le site Internet qui va être écrit dans l'envoi que vous allez recevoir, c'est cette page-là qui va apparaître.
Parmi les informations qui vont vous être demandées, il va y avoir votre numéro de membre, votre date de naissance, puis votre NIP, le code de sécurité qui vous est attribué. Ça, c'est pour, je dirais, renforcer les mesures de sécurité puis de faire en sorte qu'il n'y a pas des gens qui pourraient tenter de contourner le système et de voter pour d'autres personnes. Donc, vous allez recevoir par la poste cette lettre-là, sur laquelle va se trouver toutes les informations qui apparaissent à l'écran. Vous allez sur le site, vous rentrez votre numéro de membre, votre date de naissance, votre NIP personnel. Ensuite, vous cliquez sur « Connexion ». La page suivante qui apparaît, on a 3 candidats modèles pour le leadership de notre parti. Ils apparaissent là. Alors, ça c'est un modèle de course où on aurait 3 candidats ou candidates. Là, vous avez Sylvain, Linda et Gaël, 3 excellents candidats. Alors, si par exemple, vous dites, mon premier choix, c'est Sylvain, mon deuxième serait Linda et mon troisième serait Gaël, vous les entrez un après l'autre, comme il se fait à l'écran, puis ensuite, vous cliquez sur « Continuer ». La page suivante qui apparaît, c'est une demande de confirmation. Êtes-vous bien certain que vos 3 choix dans l'ordre sont Sylvain, Linda et Gaël? Là, si vous dites « Oui, je confirme », vous cliquez dessus et votre vote est enregistré avec succès. Ce qui apparaît au bas, il y a un lien là, qui est en bleu. Vous cliquez dessus, c'est un reçu de votre vote. C'est une preuve, en quelque sorte, une mesure de sécurité supplémentaire qui demande que oui, vous avez bien voté, vous avez un code de reçu qui est attribué, il y a une adresse IP. Vous, votre vote, c'est ça. Si vous voulez, vous pouvez l'imprimer, vous le conservez. Ultimement, c'est un moyen supplémentaire qui existe pour s'assurer que notre système fonctionne bien. Je tiens à le dire et à rassurer les gens, une des craintes que moi j'avais et que certaines personnes m'ont également mentionné, c'est la sécurité d'un tel système, qu'il soit fait par téléphone ou par Internet. Vous comprendrez que pour des raisons de logistique, on peut difficilement faire une simulation d'appel téléphonique en ce moment. Là, ça sera un petit peu plus long, mais ça va être le même principe. Vous allez avoir une voix enregistrée qui va vous permettre de classer les candidats par préférence en appuyant sur les boutons. Mais de ce qu'on m'a dit, qu'on m'a rassuré, la firme avec qui on va faire affaire a déjà fait plusieurs courses à la chefferie dans le passé et d'autres élections du même type avec des systèmes de vote par téléphone et par Internet. Et plusieurs de ces courses ou votes-là de toutes sortes étaient pour un nombre d'électorats plus élevé que le nôtre. Et les systèmes avaient très bien fonctionné. Je sais que par le passé, il y a peut-être d'autres partis politiques qui ont connu des problèmes et qui m'en avaient parlé. Beaucoup de ces problèmes-là résultaient du fait que c'était dans les premières fois que de tels systèmes étaient utilisés. Donc, essentiellement, il y a des ajustements qui ont été apportés. Il y a un petit peu de rodage qui a été fait, malheureusement, avec les autres partis qui ont utilisé ces systèmes-là par le passé. Puis, vous allez voir un petit peu plus tard, puis pour ceux qui voudront consulter le document complet qui est disponible en ligne, on a un paquet de mesures qui est mis en place pour s'assurer qu'on n'en ait pas de problème avec notre système de vote par téléphone ou par Internet. Puis, il va y avoir un délai raisonnable qui va être prévu au Congrès essentiellement pour faire la comptabilisation du vote puis choisir le moment de l'annonce. Puis, on s'est laissé une petite plage de temps entre les deux pour s'assurer que s'il y avait un retard quelconque dans la comptabilisation, bien, ça n'affecterait pas le moment qu'on va l'annoncer. Puis, le résultat sera le même essentiellement pour les militants lorsque le résultat va être communiqué. Vous l'avez vu sur l'exemple qu'on a présenté à l'écran, vous pouvez classer par ordre de préférence le candidat ou la candidate de votre choix, du premier au dernier. On vous invite à le faire. Ce qui est prévu dans les règles, c'est que le vote va se dérouler minimalement sur une période de 5 jours consécutifs et le vote doit se terminer lors du congrès après le discours final des candidats ou candidates. L'objectif un peu derrière ça, c'est de susciter le plus d'ambiance dans le cadre de notre congrès et que jusqu'à la toute dernière minute, la campagne se déroule avec beaucoup d'entrain et d'énergie. La première journée du congrès, ou peu importe ultimement quand ça va se terminer au niveau logistique, les candidats-candidates vont faire leur speech final et ensuite, il sera possible pour les militants qui voudront attendre jusqu'à ce moment-là d'enregistrer leur vote. Par contre, pour d'autres personnes qui souhaiteraient le faire à l'avance, il va être possible pour une période d'environ au moins 5 jours d'enregistrer leur vote. Quant au contenu de la campagne à la chefferie, c'est un petit peu ce qui avait été fait la dernière fois. Ça va être divisé en 4 phases. Il y a une phase consultation, communication. C'est les 2 qui apparaissent à l'écran. C'est celles qui vont prendre le plus de temps puis que je vous dirais que sont peut-être les plus importantes en termes de travail effectué par les équipes de candidats. Les 2 autres étapes, c'est le vote et le congrès. On en a déjà parlé. Mais pour le déroulement de la campagne du début à la fin, ça va être divisé dans les 2 phases suivantes, consultation et communication. Donc, la phase communication, on a repris un peu le modèle qui a été fait en 2012-2013, puis je vous avoue avoir reçu beaucoup de feedback positif à cet égard-là. La phase consultation, ce que ça va être, c'est un moment qui va être d'une durée minimum de 3 mois, où les candidats et candidates
à la course à la chefferie vont pouvoir se promener à la grandeur du Québec, rencontrer les associations de circonscription, les conseils régionaux et ou les commissions permanentes pour promouvoir leurs idées, échanger avec les militants et essentiellement voir quels sont leurs besoins, demandes, orientations. L'objectif là-dedans, c'est de promouvoir un dialogue direct, des rencontres directes entre les associations de circonscription, les conseils régionaux. C'est pour ça qu'on indique que la responsabilité organisationnelle revient essentiellement aux associations de circonscription et aux conseils régionaux. Donc, à partir du moment où la course à la chefferie va être lancée, les associations de comté ont l'option d'inviter chacune des candidates à venir les rencontrer pour pouvoir poser leurs questions et discuter avec eux directement des enjeux. Le but, évidemment, d'avoir des assemblées locales et régionales. La liberté est laissée pour ça aux conseils régionaux et aux associations de circonscription. C'est ce qui avait été fait dans le cadre de la dernière course, puis on me dit que ça avait relativement bien fonctionné. Je sais qu'il y avait eu plusieurs rencontres organisées par des conseils régionaux et un très grand nombre également d'associations de circonscription avaient rencontré tous les candidats lors de la dernière course. Il y en avait 3. Le comité électoral va faire une supervision minimale de ça. L'objectif est de donner beaucoup de liberté aux associations de circonscription puis aux conseils régionaux. Puis bon, ces rencontres-là, on a indiqué ouvert à tous les membres, ça va de soi, mais également aux médias. On l'indique parce que lors de la dernière course, il y a eu des conseils régionaux qui ont organisé des activités formelles qui étaient sous forme d'échanges un peu town hall avec les candidats à la course. Puis il y a des médias locaux souvent qui s'intéressaient, qui étaient venus, puis peut-être des médias nationaux pour certaines de ces consultations-là qui sont venues. Il y aura encore une fois la possibilité de le faire. Et pour ceux qui le souhaiteront, il y aura évidemment une possibilité d'utiliser les locaux de la permanence si besoin il y a et que ça convient aux militants d'un certain conseil régional ou d'une certaine association. Au niveau des débats, ça c'est la phase communication. Donc vous avez la phase consultation qui va durer au moins 3 mois. C'est environ la période qu'on va établir de manière fixe un petit peu plus tard. Suite à ça, débute immédiatement après la phase communication. La phase communication, ce que ça va être tout d'abord, il y aura 4 grands débats format national, comme on a connu un petit peu lors de notre dernière course. Un de ces débats-là va se tenir en anglais. Et des 4 débats, il y en a 2 qui vont être dans l'ouest du Québec et 2 qui vont être dans l'est du Québec. Ils vont tous être diffusés en ligne sur Internet, le site du parti, également les médias sociaux. Possibilité que ça soit ailleurs dans les médias, souhaitons-le. Mais minimalement, ça va être disponible à tous nos militants pour le regarder en ligne. Il y a un débat aussi qui va être organisé par la Commission jeunesse. Je sais que ça avait été fait dans le cadre de la dernière course. Ça avait été un beau succès. Et il y a une demande qui a été faite pour la Commission jeunesse d'en faire un à cet égard-là. Les modalités, les règles de ce débat-là seront déterminées par la Commission jeunesse dans le cadre de cette phase. Ce qu'on a mis également, vous voyez apparaître en dessous, possibilité de tenir des temps nord en région. Ça, je vous avoue, dans la consultation qu'on a eue avec les présidents d'associations, c'est ressorti à quelques reprises. Ce que ça veut dire essentiellement, c'est que s'il y a des régions, soit des conseils régionaux ou peu importe, qui ont une réelle volonté d'organiser un débat à saveur davantage locale, où des enjeux locaux vont être abordés, qui pourrait avoir un animateur qui est un journaliste de la région, il y aura possibilité de le faire. La seule chose qui est demandée, c'est de soumettre un projet en bonne et due forme au comité électoral et au conseil exécutif pour s'assurer que ça se fasse correctement, là, selon un certain niveau de règles minimales à adopter. Et puis, il y aura la possibilité de le faire. Donc, encore là, une fois, il y a une liberté aux régions qui souhaiteront bien tenir de tels débats, que ça se fasse. Ça serait d'ailleurs une bonne nouvelle s'il y en a plusieurs qui se manifestent. Le calendrier de la chefferie, il y a certaines dates qu'on peut donner précisément aujourd'hui, d'autres qui vont devoir être fixées un petit peu plus tard pour des questions de logistique. Mais tout d'abord, il y a un enjeu avec la loi électorale qui fait en sorte qu'au moment où on présente ces règles-là, qu'on les rend officielles et publiques, qu'on informe le directeur général des élections. Vous voyez, le 6 mai, ça c'est demain. Donc, une lettre formelle qui va être envoyée au DGE pour annoncer le début officiel du processus, si vous voulez. L'adoption des règles par le conseil exécutif s'est fait au début de la semaine dernière, le 29 avril dernier. Et la période électorale, ce qui est décidé, ça va durer un maximum de 7 mois. Donc, disons concrètement, on a décidé que notre congrès à la chefferie, tous ensemble, se tiendra au printemps 2020. On peut prévoir pour des enjeux de logistique qui est fort possible que ce soit quelque part au mois de mai. On est dans l'est du Québec, on va s'assurer que au niveau du transport, croisons-nous les doigts, il ne restera plus de neige nulle part. On va avoir un endroit qui va pouvoir
accueillir tout le monde. Notre période électorale de maximum 7 mois, faites le calcul, là, va sans doute débuter quelque part à l'automne 2019. Il y aura une date de lancement officielle et c'est à ce moment-là que véritablement les étapes qui apparaissent dans les PowerPoint officiels de la course à la chefferie vont débuter. Donc, je vous le disais tantôt, l'axe consultation, c'est un maximum de 3 mois. Autre élément important à savoir pour l'axe consultation, ça c'est peut-être davantage pour les équipes de campagne à la chefferie. Le dernier jour de cette phase consultation-là, ça va être la date limite pour le dépôt de la candidature. On va y arriver un petit peu plus tard. Il y a évidemment des conditions pour être formellement reconnu comme candidat ou candidate à la chefferie du PLQ. Mais cette période-là, là, le dernier jour de la période de consultation, c'est la date limite pour le dépôt de la candidature. Et au lendemain de ça, c'est la phase consultation qui débute. Tous les débats que je vous ai énumérés tout à l'heure vont s'enchaîner un après l'autre. Pour l'axe communication, on a un maximum de 2 mois. Ça débute après la consultation. Conditions d'éligibilité pour se présenter à la chefferie du PLQ. Un élément qui était unanimement accepté par tous. Ça ne fera pas une grande surprise, il faut être membre. Alors, c'est la première des choses. On a senti le besoin de l'écrire pour dissiper des doutes s'il y en avait. Je fais des blagues. 750 signatures de membres en règle vont être requis pour se présenter comme candidat à la chefferie. Ces 750 signatures-là devront provenir de 70 comtés différents, représentant 12 régions différentes. Lors de la dernière course, c'était un petit peu plus bas que ça. C'était 500 qui étaient demandés dans 50 comtés, dans 10 régions. J'avoue que lors de notre consultation qui a été faite notamment avec les présidents d'association, c'est un élément qui était soulevé et qui était une préoccupation qui revenait. Le fait d'obliger en quelque sorte que du travail soit réellement effectué dans plusieurs comtés, dans plusieurs régions, afin d'avoir une étendue la plus large possible du nombre de signatures à obtenir. Et autre élément qui est une nouveauté dans le cadre de la présente course, qu'on n'a jamais connu à ma connaissance dans le passé, c'est le fait qu'il sera nécessaire pour les candidats ou candidates d'avoir dans leurs 750 signatures un minimum de 250 de ces signatures-là qui seront, je veux dire entre parenthèses, des nouveaux membres, c'est-à-dire des gens qui vont être devenus membres à partir de demain, le lendemain du Conseil général qui est en quelque sorte universel. Ça sera plus que ça, mais donc minimalement, on va avoir au moins 250 nouveaux membres au terme de la prochaine course au leadership, mais je suis convaincu que ça va être bien plus que ça. Comité électoral, maintenant, vous avez vu un petit peu plus tôt, il y a un comité des règles qui était formé, qui était mis en place. Ce n'est pas la même chose, ce comité-là, le comité électoral. Il y a plusieurs personnes qui vont siéger sur les deux, mais ils ont des rôles et mandats différents. Le rôle du comité électoral, en fait, il est mis en place, il existe à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la toute fin de la course au leadership. C'est un travail, je vous dirais, assez large qui va être effectué. Le rôle du comité est de veiller au bon déroulement de la course, de s'assurer du respect des présentes modalités des règles, superviser le vote, le dépouillement et, autre élément aussi, bien, pour assurer, ça va de soi, la plus grande neutralité dans le cadre de tout le processus, les membres du comité électoral n'auront pas le droit de vote lors du congrès à la chefferie. Les membres du comité électoral, vous les voyez apparaître à l'écran. Il y a plusieurs personnes. Ce sont des gens un peu comme le comité des règles qui proviennent d'un peu partout au Québec. Il y a des gens là-dedans qui sont des juristes, plusieurs qui ne le sont pas, des personnes de la commission jeunesse, d'autres personnes qui sont un peu moins jeunes, une avocate également de la commission des communautés culturelles qui va être avec nous. Bref, on a tenté d'avoir la mosaïque la plus représentative de notre parti pour composer le comité électoral. Puis encore une fois, je leur demanderai s'il y en a qui sont présents dans la salle aujourd'hui. Je sais que ce n'était pas le cas pour tous parce qu'il y avait des enjeux familiaux ou de logistique pour la fin de semaine qui ne pouvaient pas être présents. Je vous inviterai à vous lever, ceux qui sont là. Puis j'inviterai également à les applaudir parce qu'ils ont une grosse tâche qui les attend. Merci à toutes ces personnes-là en passant d'avoir accepté. Une de leurs tâches qui va leur revenir aussi, c'est qu'à mesure que la course va avancer puis qu'il y a des modalités plus détaillées qui vont devoir être votées, bien, ils seront évidemment au premier plan de ces décisions-là. Autre élément qui est nouveau, qu'on n'a pas connu par le passé, et je vais conclure là-dessus, il y a un comité d'arbitrage qui va être créé. Ce que c'est essentiellement, c'est que dans le cadre de toutes les courses au leadership, puis c'est ce qu'on me dit, je vous répète essentiellement ce que des personnes qui ont participé à l'organisation d'anciennes courses m'ont dit, il y a toujours, pour toutes sortes de raisons, des plaintes qui sont formulées
au comité électoral à l'égard d'un non-respect potentiel qui serait survenu des présentes règles. Alors, le comité électoral, dans ce moment-là, va se réunir, va prendre une décision. Est-ce que, oui ou non, la plainte est accueillie ou rejetée? Et il y aura possibilité pour ceux qui auront formulé les plaintes en question, que ce soit une équipe de campagne ou autre, de se pourvoir en révision, là, essentiellement, de cette décision-là qui aurait été rendue par le comité électoral. Puis, ce comité d'arbitrage-là va être composé de 3 personnes qui ont évidemment beaucoup d'expérience politique et potentiellement juridique aussi, ça va de soi.